Imaginez un instant où tout ce que vous avez sacrifié pour votre famille se transforme en une révélation brutale. Une femme qui a tout donné, tout construit seule, découvre enfin la vérité derrière les sourires et les demandes incessantes. Restez jusqu'à la fin, car la trahison la plus profonde peut parfois mener à la liberté la plus pure. Êtes-vous prêt à entendre ce qui s'est réellement passé? Le chiffre est resté longtemps sur mon écran avant que je me permette d'y croire. 10 millions de dollars. J'avais actualisé la page 3 fois. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber ma tasse de café du bureau et je l'ai simplement regardée tomber au ralenti. Je l'ai regardée se briser sur le parquet et je n'ai pas bougé pour la ramasser. Je suis restée assise là, à fixer ce nombre, et pour la première fois en 11 ans, j'ai commencé à pleurer. Pas de tristesse, mais parce que j'en avais fini. Fini des journées de 10 à 8 heures, fini des dîners de nouilles instantanées, pendant que ma flotte de logistique fonctionnait et que j'étais trop épuisée pour tout suivre. Fini d'être l'invisible, la fille qui travaillait pendant que les autres vivaient. Je m'appelle Élise Laurent. J'avais 34 ans et je venais de vendre mon entreprise pour plus d'argent que toute ma famille n'en avait jamais vu réunie. Et la toute première chose que je voulais faire, c'était appeler ma mère et ma sœur pour leur dire que nous étions libres. Cet instinct, ce réflexe est ce que je veux que vous remarquiez, car il révèle tout sur qui j'étais avant ce jour et tout sur ce que j'allais découvrir. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro de ma mère. C'est à ce moment-là que Julien s'est assis à côté de moi. Mon mari n'avait pas l'expression à laquelle je m'attendais. J'attendais de l'excitation, peut être même le même incrédulité que je ressentais. Au lieu de cela, son visage était complètement immobile, calme d'une manière délibérée, comme un homme qui avait déjà réfléchi à quelque chose que je n'avais pas encore atteint. Il a posé doucement sa main sur mon téléphone et m'a regardé longuement avant de parler. « Appelle-les », a-t-il dit. « Mais dis-leur que l'entreprise a disparu. Dis-leur que l'argent est bloqué dans un procès pour brevet et que tu es ruiné. Dis-leur que tu n'as plus un centime. » Je l'ai fixé. Je pensais qu'il plaisantait. Le sourire que j'attendais n'est jamais venu. « Fais-moi confiance », a-t-il dit. Une seule conversation. C'est tout ce que je te demande. Laisse la vérité sortir avant de leur donner quoi que ce soit. Ensuite, j'étais avec Julien depuis 6 ans. En 6 ans, il ne m'avait jamais trompé, une seule fois. C'était lui qui avait cru en mon idée de logistique avant même qu'elle ait un nom. C'était lui qui s'était assis en face de moi dans un dîner à minuit, dessinant des cartes sur des serviettes quand je n'avais que 400 $ sur mon compte. Il avait mérité chaque once de confiance que je plaçais en lui à cet instant. Alors j'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur avec un doigt tremblant et j'ai dit à ma mère et à ma sœur que j'avais tout perdu. Ce qui s'est passé ensuite est la partie de cette histoire que je veux que vous entendiez vraiment. Pas seulement les faits, mais la sensation, la façon dont toutes les suppositions d'une vie entière peuvent se dissoudre en moins de 60 secondes. Ma mère, Yvonne, ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle n'a pas dit « rentre à la maison, ma chérie ». Elle n'a pas dit « nous allons trouver une solution ensemble ». Elle n'a rien dit de ce qu'une mère est censée dire quand son enfant l'appelle en crise, après un silence qui a duré exactement assez longtemps pour confirmer mes pires craintes. Elle a demandé si mon nom figurait encore sur l'acte de la maison de famille. « Je dois savoir », a-t-elle dit, sa voix passant déjà de chaleureuse à professionnelle, « si la banque peut s'en prendre à notre bien à cause de tes erreurs. » C'était son mot, erreur. Une décennie de ma vie, compressée en un mot qui sonnait comme quelque chose qu'on fait quand on oublie de reporter le 1 en maths. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un message de ma sœur Valérie. « N'envisage même pas de demander à venir ici. Mon copain ne fait pas dans les cas de charité. » Je l'ai lu 2 fois.
J'ai posé le téléphone face contre le bureau et pour la première fois, j'ai compris exactement pourquoi Julien m'avait demandé de passer cet appel. Au cours des 3 jours suivants, j'ai cessé d'être une fille et j'ai commencé à être une chercheuse. Je suis retournée dans mes relevés bancaires, non pas pour compter ce que j'avais, mais pour comprendre ce que j'avais donné. La piste papier était patiente et accablante. 60 000 $ pour le mariage de Valérie. Un événement à destination avec un gâteau à 5 étages et une robe sur mesure qu'elle m'avait montrée sur Pinterest, avec une note qui disait « C'est celle-là, Élise, c'est mon rêve ». Le mariage a duré 6 mois. La dette est restée avec moi pendant 3 ans. 15 000 $ pour le toit de ma mère. Je l'ai viré un mardi. Le samedi suivant, Julien a trouvé des photos sur ses réseaux sociaux. Yvonne sur le pont d'un navire de croisière de luxe quelque part en Méditerranée. Une flûte de champagne à la main, le soleil de l'après-midi transformant l'eau en or derrière elle. Elle n'avait jamais réparé le toit. J'avais financé des vacances qu'elle n'avait jamais mentionnées. Et puis il y avait les montants plus petits, les paiements d'assurance auto, les sauvetages de factures, les demandes, juste jusqu'au mois prochain, qui n'avait jamais de mois prochain. J'avais géré un système d'aide sociale privée pour ma famille pendant une décennie, et j'avais appelé cela de l'amour. Ce que je commençais à comprendre, c'est qu'ils ne l'avaient jamais appelé ainsi. Pour eux, j'étais une infrastructure, j'étais une ressource avec un visage familier. Et au moment où je leur ai dit que cette ressource s'était tarie, ils n'ont pas pleuré une fille ou une sœur. Ils ont commencé à chercher la réserve de secours. Le 3e jour, je suis allée chez ma mère, vêtue d'un sweatshirt universitaire délavé et d'un gant que j'avais tiré d'un bac de dons. Je devais le voir de mes propres yeux, ce qu'il restait de la famille pour laquelle j'avais passé toute ma vie à essayer de mériter l'amour. L'allée m'a déjà tout dit avant même que j'atteigne la porte. La voiture de Valérie, celle dont j'avais payé la compte, était garée de travers, comme si elle vivait là. Un camion de livraison déchargeait un ensemble de patios en marbre pour l'arrière-cour. À l'intérieur, la cuisine sentait le steak coûteux et le beurre à l'ail. Valérie était assise à table, portant le manteau en cachemire de 4 000 $ que je lui avais offert pour Noël. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un qu'on a décidé de ne plus traiter avec politesse. Elle a poussé une assiette de croûtes de pain sec vers moi et m'a dit que je pouvais prendre les restes parce que, et je veux que vous reteniez cette phrase, la frugalité fait partie de l'esthétique de la faillite. Je me suis assise. J'ai pris un air vaincu. J'ai joué chaque note du rôle que Julien et moi avions répété. Puis j'ai posé mon iPad sur le comptoir, écran allumé, avec un document lumineux intitulé « Récupération offshore confidentielle ». J'ai dit que j'avais besoin d'aller à la salle de bain pour me rafraîchir. J'ai quitté la pièce et, depuis le couloir à travers l'entrebâillement de la porte, j'ai regardé. Elles n'ont même pas attendu le bruit de la porte de la salle de bain qui se ferme. Yvonne et Valérie se sont dirigées vers cet iPad, comme des personnes qui se dirigent vers quelque chose qu'elles ont déjà décidé leur appartenir. Leur visage n'était pas inquiet. Elles ne pensaient pas à moi du tout. Leurs yeux brillaient de cette lumière prédatrice spécifique qui n'apparaît que quand quelqu'un croit avoir trouvé un raccourci vers l'argent qu'il pense mériter. Elles ont photographié chaque page du document avec leur téléphone, chuchotant rapidement et sèchement, déjà en train de calculer leur part. Elles pensaient avoir trouvé mon secret. Elles pensaient que j'avais caché de l'argent et qu'elles avaient maintenant la preuve nécessaire pour le prendre. Elles ne savaient pas que chaque toucher sur cet écran était enregistré sur un appareil synchronisé dans notre bureau à la maison, où Julien était assis tranquillement et les regardait nous donner tout ce dont nous avions besoin. Ce que Julien a vu sur cet écran synchronisé le lendemain matin a changé la nature de tout. Valérie ne se contentait pas de consulter les fichiers.
Elle était allée sur le site de l'administration fiscale et avait tapé une phrase très précise dans la barre de recherche: formulaire de récompense pour dénonciateur fiscal 211. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'administration fiscale a un programme qui récompense les personnes qui signalent des fraudes fiscales. Si le gouvernement récupère des fonds grâce à ce signalement, le dénonciateur peut recevoir jusqu'à 30% du montant récupéré. Valérie avait fait le calcul. Si elle pouvait convaincre l'administration que le dossier de récupération offshore représentait des revenus cachés et non imposés de 10 millions de dollars, dans son esprit, sa part pourrait dépasser 3 millions. Elle était prête à déposer un rapport fédéral. Elle était prête à me faire emprisonner si cela lui permettait de garder son manteau et ses dîners de steak. Julien ne s'est pas mis en colère. Il a simplement pris son téléphone et a appelé un homme nommé Monsieur Vance, un consultant financier de haut niveau spécialisé, comme l'a dit Julien, dans les actifs toxiques. Ce que Vance a découvert en creusant dans l'histoire de notre famille était quelque chose auquel ni Yvonne ni Valérie n'avaient pensé depuis des années. Ma mère avait ouvert une société écran, il y a plus de 10 ans, pour une entreprise de traiteurs qui n'avait jamais vu le jour. L'entité était restée dormante depuis, mais elle n'était pas propre. Elle portait 2 millions de dollars de prêts non remboursés garantis par l'État et une décennie entière de privilèges fiscaux accumulés sur les biens. La société était un gouffre financier et elle portait le nom de ma mère. Vance a contacté Yvonne en se faisant passer pour un enquêteur neutre. Il lui a dit que pour être éligible à la récompense de dénonciateur, elle devait démontrer formellement qu'elle était la directrice active des entités commerciales associées au compte offshore d'Élise. La récompense, a-t-il laissé entendre, était substantielle, changeante de vie. Ma mère, Yvonne, une femme qui avait passé 30 ans à survivre sur la conviction que la bonne signature pouvait ouvrir la bonne porte, a saisi un stylo sans lire un mot des petits caractères. Elle a signé une déclaration sous serment, sous peine de parjure, se confirmant comme directrice active et seule responsable d'une société noyée dans 2 100 000 dollars de dettes. Elle pensait signer pour entrer dans ma fortune. En réalité, elle venait de signer le pire décision financière de toute sa vie. 2 jours plus tard, Julien leur a envoyé à toutes les deux un avis officiel. La distribution finale des actifs se déroulait dans un entrepôt privé. Il a utilisé précisément le genre de langage officiel froid qui fait croire aux gens qu'ils sont sur le point de recevoir ce qui leur est dû. Elles sont arrivées habillées pour l'occasion, Yvonne avec ses plus belles perles, Valérie avec un portfolio de designer sous le bras, comme si elle assistait à une clôture. Elles ont descendu ce couloir comme des femmes qui avaient déjà décidé comment elles allaient dépenser l'argent. Je me tenais à l'autre bout du couloir avec Julien à mes côtés, et à côté de moi se tenait Monsieur Henderson, un officier senior de recouvrement de la banque. Yvonne a complètement ignoré mon visage et a souri à Henderson. Elle lui a dit qu'elle était là pour réclamer sa part des avoirs offshore qu'elle avait signalés. Elle l'a dit comme on récite quelque chose qu'on a répété devant le miroir. Henderson n'a pas souri en retour. Il a sorti une épaisse pile de documents juridiques, reliés en bleu de sa mallette, et a demandé à ma mère de confirmer la signature sur l'affidavit qu'elle avait signé 48 heures plus tôt, celui où elle déclarait sous serment être la directrice active et seule responsable. Yvonne a hoché la tête avec enthousiasme. Elle rayonnait presque. L'expression d'Henderson n'a pas changé. Il lui a dit qu'en réactivant légalement son statut de directrice, elle assumait désormais l'entière responsabilité personnelle de 2 100 000 dollars de prêts en défaut et de privilèges fiscaux impayés, avec effet immédiat. Le silence qui a suivi était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. J'ai vu la main de ma mère monter à sa gorge. J'ai vu ses doigts se refermer sur ses perles. J'ai vu le visage de Valérie passer de l'attente au vide, puis
à quelque chose que je ne peux décrire que comme l'horreur spécifique de réaliser que le sol sur lequel on se tenait n'avait jamais été solide. Elles n'avaient pas trouvé ma fortune. Elles avaient réclamé mes dettes et la banque était déjà en train de procéder à la liquidation. 48 heures plus tard, je suis arrivée pour la dernière fois à la maison familiale. Un panneau de saisie avait été planté sur la pelouse avant, ces lettres rouges tranchant sur les haies que j'avais payé une équipe paysagère pour entretenir pendant la majeure partie d'une décennie. Valérie était assise sur une caisse d'emballage au milieu du hall d'entrée, son manteau en cachemire drapé sur ses épaules comme quelque chose qui avait déjà abandonné. Elle a tendu la main quand elle m'a vue. Elle a demandé un prêt, juste 10 000 $, a-t-elle dit, juste assez pour les mettre dans une location. Je l'ai regardée longuement. Je suis ruinée, tu te souviens ? Ai-je dit. Je ne fais pas dans les cas de charité. Je suis passée devant elle pour entrer dans la cuisine. Ma mère se tenait devant l'évier, dos à moi, fixant un mur qui affichait autrefois sa collection de porcelaine fine. Elle ne s'est pas retournée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je ferais cela à mon propre sang. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas expliqué l'affidavit, ni les 2 millions, ni rien de tout cela. J'ai simplement tendu la main vers le petit pot en céramique sur le comptoir et j'ai récupéré la seule chose dans cette maison qui m'avait vraiment appartenu. La vieille montre en argent de ma grand-mère, celle qu'elle avait pressée dans ma main quand j'avais 9 ans, en me disant que le temps était la seule chose dans la vie que personne ne pouvait reprendre. Avant de partir, je suis allée dans le jardin arrière. Le chien de ma mère, un golden retriever de 12 ans, au museau grisonnant et aux yeux doux et voilés, était attaché à la rambarde de la véranda, gémissant doucement face au chaos autour de lui. Je savais qu'Yvonne n'avait rien prévu pour lui. C'était un autre détail laissé en suspens dans une vie qui se démantelait rapidement. J'ai détaché sa laisse et les conduit jusqu'à ma voiture, où ma voisine, Madame Gable, attendait. Je lui ai remis sa couverture et un chèque de 5 000 $, tiré sur un compte professionnel qu'aucun ordre du tribunal n'atteindrait jamais, assez pour couvrir ses soins pour le reste de sa vie. Puis je me suis installée sur le siège conducteur, j'ai ajusté le rétroviseur et je suis partie. Les documents judiciaires définitifs sont arrivés un mardi matin. 3 mois plus tard, Yvonne a été condamnée à 4 ans de prison d'État, une condamnation fondée sur l'assomption frauduleuse de responsabilité et la tentative de fraude fiscale qu'elle avait si volontiers essayé de me coller. Le tribunal a ordonné une restitution de 2 142 000 $, sans aucun actif restant. La banque a saisi tout ce qui restait, la maison de campagne, les véhicules, les bijoux que je lui avais offerts pour son 50e anniversaire. Valérie a évité la prison, mais elle a été interdite d'exercer toute fonction fiduciaire pendant 15 ans. Sa réputation professionnelle dans le monde de la finance était terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans une teinturerie à 3 villes de là, racontant encore aux gens que je lui avais volé sa vie. 3 mois après la condamnation, j'ai reçu une lettre sur papier jaune légal. L'écriture était serrée et irrégulière. Yvonne m'avait écrit pour me dire que la nourriture la rendait malade et qu'en tant que mère, elle méritait une seconde chance. Elle disait qu'elle avait fait tout cela pour la famille, pour assurer un avenir à ses 2 filles. Je l'ai lu une fois, puis je suis allée au destructeur de documents. J'ai regardé les morceaux, je les fais passer, et j'ai regardé les morceaux devenir des confettis. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti cette ancienne pression chaude dans ma poitrine, qui m'avait suivie pendant la majeure partie de ma vie adulte. J'ai ressenti quelque chose de plus calme et bien plus permanent. J'ai ressenti le néant. Et le néant, j'ai appris, n'est pas le vide, c'est la liberté. J'écris ceci depuis mon bureau, 60 étages au-dessus de la ville. Le verre est froid contre ma main et la ligne d'horizon s'étend dans toutes les directions. Toutes ces lumières,
toutes ces personnes qui se dirigent vers des choses qu'elles croient enfin les faire se sentir suffisantes. J'étais l'une d'elles autrefois. Je croyais que si je franchissais un jalon de plus, si je virais un paiement de plus, si je me présentais une fois de plus, ma mère finirait par me regarder et voir une fille au lieu d'un dépôt. Julien est de l'autre côté de la pièce en ce moment, en train d'examiner un nouveau contrat, le front plissé de cette manière particulière, qui signifie qu'il a trouvé quelque chose qui mérite d'être questionné. Il lève les yeux et croise mon regard. Il me fait un clin d'œil. 6 ans. Et cela fait encore la même chose dans ma poitrine. Voilà ma famille, la personne qui s'est assise en face de moi dans un dîner à minuit, en dessinant des cartes sur des serviettes, quand je n'avais qu'une idée et 400 $. La personne qui a posé sa main sur mon téléphone et m'a demandé de lui faire confiance, parce qu'il savait déjà que je commençais seulement à soupçonner. Le sang est un fait biologique, ce n'est pas un contrat moral. Vous ne devez pas votre paix, vos revenus ou votre âme aux personnes qui vous ont élevé. Si ces personnes ont passé toute votre vie à traiter votre succès comme une ressource qu'elles sont en droit de récolter, si vous avez peur de dire à quelqu'un que vous avez tout perdu, cette peur n'est pas une faiblesse, cette peur est une information. Elle vous dit que vous savez déjà, quelque part sous tout l'espoir que vous portiez, qu'elles ne sont pas là pour vous. La cupidité n'a pas qu'idine à votre aide pour se détruire elle-même. Ma mère et ma sœur n'avaient pas besoin de moi pour se ruiner. Elles l'ont fait elles-mêmes, au moment où elles ont décidé que photographier un document dans ma cuisine valait plus que la relation que nous aurions pu avoir. Et enfin, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de construire quelque chose de beau sans leur permission, sans leur bénédiction et sans leur présence. Je m'appelle Élise Laurent. J'ai 10 millions de dollars à la banque, un mari qui m'a toujours vu clairement et la vieille montre en argent de ma grand-mère au poignet qui donne l'heure parfaite. Pour la première fois en 34 ans, je rentre chez moi vers une vie qui est entièrement, indéniablement mienne. Merci d'avoir écouté l'histoire d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve dans la prochaine histoire.